Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Direction Nîmes sur Fréquence Évasion, en compagnie de Florence Canel, responsable du service presse de l'Office de tourisme. Eh bien, nous allons découvrir ce qui se passe dans cette magnifique ville de Nîmes, dans le Gard. Bonjour. Bonjour, avec plaisir. Pour commencer, pourriez-vous situer Nîmes dans le Grand Sud ? Nîmes se trouve donc dans le département du Gard, dont elle est la préfecture, dans la région Languedoc-Roussillon, donc dans le sud de la France. Nous sommes en fait aux portes des Cévennes et de la Camargue, à environ 45 km du littoral. Pourriez-vous nous dire qui a fondé Nîmes ? Ça se situe à peu près à quelle époque ? Les premières tribus se sont installées, premières tribus semi-nomades se sont installées au VIe siècle avant Jésus-Christ près de la source. La source qui se trouve actuellement dans les jardins de la Fontaine. Nous sommes dans une région au climat méditerranéen, donc très aride. C'était donc une aubaine pour ces tribus de s'installer auprès de cette source. Cette eau était providentielle et leur permettait un élevage. Et c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ que se sont installées véritablement des tribus sédentaires. Donc progressivement, comme je l'indiquais, les tribus se sont sédentarisées, se sont véritablement installées et ont installé leur habitat tout à côté de la source. C'est ensuite à l'époque romaine que la ville a véritablement pris de l'ampleur pour les mêmes raisons, pour l'utilisation de l'eau. Tout simplement. La ville s'est progressivement développée, l'habitat donc s'est véritablement organisé. On sait que les Romains étaient vraiment des bâtisseurs et développaient la ville toujours sur le même concept d'urbanisme avec deux axes principaux donc qui quadrillaient la ville et ils l'ont véritablement développé, encerclé par une muraille qui les protégeait donc d'éventuels assaillants, percée de différentes portes et de tours de guet en fait pour les protéger d'éventuelles conquêtes. Alors, à la fin de l'Empire romain, en fait, a décliné progressivement. Suite à ce déclin, la ville s'est dans un premier temps recroquevillée, si je peux m'exprimer ainsi, à l'intérieur des arènes, puisque justement par peur des troupes wisigoths, la ville s'est repliée à l'intérieur des arènes. C'était une véritable ville dans la ville. Les arènes en fait servant de murailles et de protection contre les assaillants. La ville s'est ensuite développée à partir du Moyen-Âge grâce à l'industrie, entre guillemets, dans un premier temps de la laine, puis de la soie. C'était un véritable essor pour la ville jusqu'au XVIIIe siècle, qui a été véritablement l'âge d'or de Nîmes et de l'industrie de la soie. Alors, effectivement, c'est dans les Cévennes qu'on élevait le ver à soie, qu'on produisait le fil de soie qui était ensuite traité dans la ville de Nîmes, c'est-à-dire à la fois teint, également filé. C'est dans la bonnetterie en fait que Nîmes se distinguait particulièrement. Les soieries de grande qualité se produisaient à Lyon. À Nîmes, on produisait donc plutôt de la bonnetterie. Les bas de soie de Nîmes étaient particulièrement connus. On produisait des bas à la péruvienne notamment. Ces bas étaient produits à Nîmes. Ils étaient brodés de couleurs multicolores. C'était des bas d'une qualité moindre par rapport à d'autres produits, donc d'autres soieries produites à Lyon. Ces bas étaient donc produits à Nîmes, ensuite exportés sur l'Espagne, notamment Cadix, qui était ensuite exporté vers les Indes espagnoles, donc l'Amérique latine, et notamment vers le Pérou. Comment définiriez-vous Nîmes aujourd'hui ? Nîmes se tourne vers l'avenir et l'avenir touristique notamment. Elle est riche, elle a un patrimoine d'une richesse exceptionnelle, un patrimoine romain unique au monde. Donc à Nîmes, tout est rassemblé pour pouvoir accueillir un maximum de touristes et Nîmes se tourne vers l'ère touristique définitivement, oui. Vous pouvez nous parler du blason de Nîmes, alors que signifient le crocodile et le palmier ?
Alors effectivement, le palmier et le crocodile est le blason de Nîmes depuis le XVIe siècle. C'est en fait François Ier qui a accordé ses armoiries à Nîmes, qui a autorisé l'utilisation de ce blason comme armoirie officielle. Le palmier et le crocodile font référence à une bataille, la bataille d'Actium, qui a eu lieu en 31 avant Jésus-Christ en Égypte. Cette bataille a opposé la flotte d'Antoine et Cléopâtre à celle d'Octave. Les troupes d'Antoine et Cléopâtre ont été battues. Octave donc en est sorti victorieux, et pour célébrer cette bataille, une pièce a été frappée représentant le crocodile symbolisant les troupes égyptiennes vaincues à une palme surmontée de laurier représentant Octavius, qui est devenu par la suite l'empereur Auguste, et son gendre Agrippa, qui étaient les deux chefs de guerre. Alors, le jardin de la Fontaine, tel qu'on le voit aujourd'hui, date du XVIIIe siècle. C'est un jardin qui a été aménagé par Jacques-Philippe Maréchal à la moitié du XVIIIe siècle. Il a été conçu sur un augustéum, à savoir donc un grand ensemble cultuel qui date de l'époque romaine et qui en fait a été mise à jour lors des fouilles qui ont été exécutées pour les travaux au XVIIIe siècle. Ne subsiste de cette époque que le temple de Diane, ou appelé temple de Diane. On pense en fait qu'il s'agissait d'une librairie qui faisait partie de ce grand ensemble qui réunissait également un théâtre. C'était également un lieu culturel, en plus d'être un lieu de culte. Donc après nous avoir parlé du jardin de la Fontaine, qui est un magnifique jardin, il faut le dire, vous pouvez nous parler de la Tourmagne qui était un point de surveillance, un point stratégique en quelque sorte. On pouvait surveiller Nîmes et toute la région. Alors effectivement, la Tourmagne est l'unique tour qui nous reste du rempart romain. Ce rempart donc était percé de différentes portes et constellé de tours de guet, mais elle a également une autre symbolique, à savoir qu'elle était sur le promontoire le plus haut de la ville. Donc effectivement, d'où qu'on arrive à Nîmes, on pouvait apercevoir la Tourmagne, et on en était également aperçu. Cette tour a été construite sur une tour gauloise, c'est dire qu'elle est riche de symboles. Elle se trouve donc sur une colline au-dessus de la source, cette source même qui a été d'emblée divinisée. Elle portait le dieu de la source portait le nom de Némose à l'époque gauloise. Les Romains l'ont baptisé à leur tour Némosa. C'est d'ailleurs ce nom-là qui a donné son nom à la ville de Nîmes, qui est devenue donc par extension Némosus, est devenue Nîmes. Alors la porte de France, effectivement, on peut l'apercevoir tout près de la rue de la République. La plus belle porte existante, c'est la porte d'Arles, dite porte d'Auguste. Effectivement, donc on peut l'apercevoir au début du boulevard Amiral Courbet. Cette porte était très fréquentée, à savoir qu'elle se trouve sur l'axe est-ouest de la ville. Cet axe était sur la voie domitienne, donc il représentait un tronçon de la voie domitienne qui réunissait l'Espagne à l'Italie, qui était particulièrement fréquentée pour des raisons commerciales. Et les gens, donc les voyageurs provenant de l'Espagne, empruntaient cette porte pour accéder à la ville de Nîmes. Vous pouvez aussi nous parler de ces deux magnifiques monuments qui sont à Nîmes, c'est-à-dire la Maison Carrée et les arènes, bien entendu. Particulièrement de beaux monuments de l'époque romaine, effectivement. Donc les arènes datent de la fin du 1er siècle. Elles ont été construites en limite sud en fait des remparts. Elles accueillaient essentiellement des combats de gladiateurs, mais également des combats d'animaux. Ces arènes donc doivent leur particulièrement exceptionnelle conservation grâce au fait qu'elles ont été perpétuellement utilisées au fil des siècles. Comme je le disais tout à l'heure, elles ont été converties en une véritable ville. Les arènes ont abrité donc un village à l'intérieur. Cette perpétuelle utilisation au fil des siècles l'a sauvé en fait. Effectivement, elles ont été partiellement abîmées. Ce n'est qu'au début du 19e siècle que
que l'amphithéâtre a été débarrassé de ses habitations parasites. Donc c'est un phénomène très récent, mais ça a permis à ce monument de traverser les siècles sans trop de dommages. Le temple, la maison carrée, donc le temple romain, est appelé justement maison carrée parce qu'au XVIe siècle, donc en vieux français, on désignait par carré tout bâtiment qui était composé de 4 angles égaux. Donc rectangle ou carré, on les désignait par le même terme. Ce temple date des années 4-5 après Jésus-Christ. Il était dévolu aux princes de la jeunesse, à savoir les fils et petits-fils de l'empereur Auguste. Nous savons ceci grâce à la dédicace qui était apposée sur le fronton. C'est en fait au XVIIIe siècle un érudit nîmois, Jean-François Séguier, qui s'est attaché à reconstituer cette dédicace, et pour cela il a étudié l'emplacement des trous qui sont encore visibles sur la façade, qui ont été utilisés pour sceller des lettres de bronze pour composer donc cette dédicace, et très patiemment il a réussi donc à recomposer la phrase qui était appliquée sur la façade du monument, ce qui a permis d'ailleurs de dater très précisément le monument dans les années donc 4 et 5 après Jésus-Christ, au tout début de notre ère. Encore aujourd'hui, on peut admirer un autre monument à Nîmes, c'est le Castellum. Effectivement, donc on peut encore voir le Castellum, qui était le bassin de distribution des eaux qui arrivait par l'aqueduc romain. Donc l'eau était captée de la source d'Eure, tout près d'Uzès, et acheminée par un aqueduc de près de 50 km qui contournait les courbes de terrain pour amener l'eau jusqu'à la ville de Nîmes. Cette eau était donc stockée dans ce bassin et ensuite acheminée grâce à une tuyauterie jusque dans la ville. Et on peut en apercevoir encore l'emplacement et la structure. Et ceci est particulièrement rare, même, dit-on, unique au monde. Pour les amateurs de musées à Nîmes, il y a ce qu'il faut, il y en a de nombreux. Vous pouvez nous parler un peu de ces musées nîmois ? De nombreux musées, effectivement. Selon nos goûts, on peut trouver différents musées qui présentent des collections particulières, à savoir Carré d'Art, le centre d'art contemporain, mais également un musée des Beaux-Arts, donc qui présente des peintures classiques du XVIe et des peintures flamandes et italiennes. Il y a également un musée archéologique, un musée d'histoire naturelle et un musée du Vieux-Nîmes qui retrace l'histoire à Nîmes grâce à des objets usuels de la maison. On n'apprendra rien à personne en disant que Nîmes est une ville de tradition tauromachique. Oui. Effectivement, on célébrait cette année le cinquantenaire de la feria. À ce titre, différentes expositions célèbrent ce cinquantenaire. On peut voir donc différentes expositions. Et on peut justement visiter dans le musée des cultures taurines une exposition qui retrace les 50 ans de culture taurine à Nîmes. Le musée archéologique s'associe à ce cinquantenaire en présentant une exposition temporaire sur l'image du taureau dans l'Antiquité. Et à Carré d'Art, la part de l'autre représente l'animal dans l'art contemporain. Alors, des abrivados, c'est-à-dire des lâchers de taureaux dans les rues. Il y en a à Nîmes dans le cadre des férias. Juste pour information, il y a trois férias qui se déroulent à Nîmes. La première a lieu en février pour la feria de Primavera. La seconde et la plus importante se déroule pour Pentecôte. Et la troisième en février. Elle aura lieu d'ailleurs cette année du 13 au 15 en septembre, elle aura lieu donc du 13 au 15 septembre pour la feria des vendanges. Dans le cadre de ces férias, qui sont de grandes fêtes populaires, où toute la ville se retrouve en fête, il y a des abrivados qui sont des lâchers de taureaux dans les rues, des gardiens à cheval encadrent donc ces taureaux, et le but pour les personnes qui souhaitent y participer étant d'arriver à déstabiliser
les gardiens et en fait arriver à attraper les taureaux au passage dans les rues. La feria de Primavera et celle de Pentecôte durent du vendredi jusqu'au dimanche, soit 3 jours pleins. La feria de Pentecôte dure un peu plus longtemps, près d'une semaine. Elle dure à peu près 5 jours. 5 jours pendant lesquels la ville s'enflamme au rythme des manifestations, des concerts et des corridas dans les arènes. Les auditeurs de Fréquence Évasion pourront également se rendre au musée de culture taurine, donc à Nîmes. Exactement, le musée des cultures taurines a ouvert ses portes cette année lors de la feria de Pentecôte, mais le musée donc présente actuellement une exposition temporaire, mais retrace également effectivement l'origine de la culture taurine et tauromachique dans notre région. Donc nous pouvons inviter effectivement les auditeurs à venir s'y rendre. Il se trouve rue Alexandre Ducrot. À l'instar de tous les musées, il est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h. Alors pouvez-vous en quelques mots nous présenter l'Office de tourisme de Nîmes? Combien de personnes travaillent à faire connaître cette magnifique ville qui est Nîmes? Nous sommes plus d'une vingtaine à travailler à l'office de tourisme, en plus d'une équipe de guides conférenciers qui proposent donc des visites guidées de la ville. À savoir que Nîmes est ville d'art et d'histoire, donc cette appellation lui permet de disposer de guides conférenciers qui s'attachent à faire découvrir notre ville. À ce titre, des visites des arènes sont organisées tout l'été, donc des visites organisées sans supplément de prix qui sont proposées en français mais en langue étrangère tous les jours. Nous proposons également au départ de l'office de tourisme des visites de la ville qui sont organisées les mardis et les samedis en français, les jeudis en anglais. Donc on ne néglige personne. Les visites sont organisées donc au départ de l'office à 10h. Nous nous trouvons 6 rue Auguste, près de la Maison Carrée. Il y a également des visites prévues pour les enfants, les mardis et les jeudis à 10h. On appelle cette animation l'été des 6-12 ans. Les enfants sont invités à découvrir la ville en s'amusant. Le mardi, c'est la chasse aux animaux qui sont cachés dans les murs de la ville. Et le jeudi, les enfants peuvent tester leur sens au Jardin de la Fontaine. Une autre balade est proposée par l'Office de tourisme. Il s'agit d'une balade littéraire en musique dans les jardins de la Fontaine. Nous proposons de découvrir en poésie ce jardin magnifique. Ces balades sont proposées au départ de l'Office de tourisme les mercredis à 18h30. 2 excursions sont prévues également pour découvrir Nîmes, mais également ses environs. Nous proposons une excursion qui vise à découvrir le pont du Gard, mais également l'aqueduc romain. Ces circuits sont organisés les mardis après-midi, donc à 14h30. Le circuit est proposé en autocar Grand Tourisme. Un autre circuit permet de découvrir la petite Camargue et notamment de découvrir le centre du Scamandre pour approcher la faune et la flore de cette merveilleuse région. En quelques mots, vous pouvez nous parler de cette manifestation qui a lieu chaque année, c'est-à-dire les Jeudis de Nîmes. Les jeudis de Nîmes consistent en des marchés à thème qui ont lieu tous les jeudis de l'été dans différentes places de la ville. Il s'agit donc de marchés à thème proposant des productions de peintres, d'artisans d'art. Il y a également des brocanteurs et des producteurs, des producteurs locaux qui présentent donc leur production. Il y a également des animations musicales, à savoir qu'il y a différentes places avec des concerts qui sont proposés, des concerts de jazz, de rock, de blues, enfin différents types de musique, et le tout étant gratuit bien entendu.
Le lundi, le jour de marché à Nîmes, il se déroule le long de l'avenue Jean Jaurès, donc face à l'entrée des Jardins de la Fontaine. Et effectivement, toute l'année, on peut flâner et acheter des produits de Nîmes et de la région sur ce marché, notamment des tissus aux couleurs de la région. Je suppose que certains de nos auditeurs aimeraient savoir comment se loger à Nîmes quand on vient en vacances, en touriste. Donc, quelles sont les capacités d'hébergement ? Plus de 1200 chambres d'hôtel, donc plus de 1200 chambres d'hôtel permettent d'accueillir donc les touristes de passage sur Nîmes. Il y a des hôtels de toutes catégories, du 1 étoile au 4 étoiles, que ce soit en centre-ville ou bien en périphérie, proche des axes routiers. Et puis pour ceux qui aiment la nature, vous avez des infrastructures permettant d'accueillir des campeurs. Oui, donc ce camping se trouve sur la route de Générac et propose plus de 200 emplacements. Il y a également une auberge de jeunesse qui se trouve chemin de la Cigale, au nord du centre-ville. Donc tout type d'hébergement pour tous les goûts, pour toutes les bourses, qui peuvent donc nous permettre d'accueillir tout type de clientèle dans notre ville de Nîmes. Sur Nîmes, on peut trouver aussi des gîtes d'étape ? Pas sur Nîmes précisément, puisque en fait le label Gîte de France s'applique au domaine rural, mais on en trouve effectivement dans les environs, ainsi que des chambres d'hôtes qui dépendent du même label des Gîtes de France. Le mot de la fin pour terminer ce petit entretien. Alors, que diriez-vous pour stimuler les gens qui nous écoutent, qui écoutent Fréquence Évasion, à venir vous rendre visiter cette magnifique ville de Nîmes et ses monuments? Étant donné notre beau patrimoine, on ne peut qu'inviter les auditeurs à venir nous rendre visite, tant pour la beauté de nos monuments et donc notre volonté, notre capacité d'accueil. On ne peut qu'inviter vos auditeurs à venir nous rendre une visite qui peut effectivement prendre un peu plus d'ampleur et durer plus du temps de vacances. Eh bien, merci et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Toutes les informations concernant Nîmes sont sur le site de Fréquence Évasion, fréquenceévasion.com. À bientôt. Fréquence Évasion.